Bonjour, bon après-midi, mesdames, messieurs. Mon nom est Joanne Burgess. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette séance inaugurale du Forum d'histoire et de patrimoine de Montréal, Découvrir la métropole par ses quartiers. C'est un événement que nous organisons pour la première fois et nous espérons qu'elle vous plaira. Et nous sommes particulièrement fiers que la séance inaugurale soit prononcée par Paul-André Linteau, mon collègue au département d'histoire. Comment présenter Paul-André Linteau? Je pense que ça me prendrait tout le temps réservé pour la conférence inaugurale pour le présenter de manière adéquate, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez ses travaux nombreux et importants sur l'histoire de Montréal. Et nous sommes vraiment heureux qu'il ait accepté pour cette conférence inaugurale de livrer une réflexion personnelle sur son propre parcours et aussi sur le cheminement de l'histoire de Montréal et l'évolution des connaissances en histoire urbaine. Donc, il y a cette présentation de Paul-André et par la suite, il y aura un moment réservé pour vos questions et vos échanges avec lui. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Paul-André. Merci beaucoup, Laure. Chers amis, l'histoire de Montréal, c'est pour moi un sujet fascinant. J'y ai consacré une grande partie de ma carrière d'historien et de professeur. J'en ai raconté de nombreux aspects dans des livres, des articles et des communications scientifiques, mais aussi dans des conférences et des entrevues à la radio et à la télévision. Je suis évidemment pas le seul à être fasciné par cette histoire. Depuis longtemps, elle attire l'attention d'étudiants et de chercheurs, mais aussi d'amateurs passionnés et de cinéastes. De nombreux musées y consacrent des expositions. La bibliographie que notre laboratoire a mise en ligne contient plus de 11 000 titres d'études consacrés à l'histoire de Montréal. Depuis un demi-siècle, la production sur ce sujet a littéralement explosé et elle s'est exprimée à travers plusieurs médias. Elle a été stimulée par diverses célébrations, le 350e anniversaire en 92, le tricentenaire de la Grande Paix en 2001, le 375e en 2017 et de nombreuses autres commémorations. Alors, ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, c'est un double bilan. D'une part, celui de mon propre cheminement en ce domaine, et d'autre part, celui de l'évolution du champ d'études qu'est l'histoire de Montréal. Qu'est-ce qui m'a amené à me spécialiser en histoire de Montréal? Un premier facteur est certainement mon profond attachement pour cette ville. Je suis né dans le territoire du plateau, qui n'était pas encore embourgeoisé à l'époque, mais j'ai passé le plus clair de ma vie dans le quartier Annecy. Mes parents étaient de fiers Montréalais. Mon père était né à Montréal après que ses parents s'y soient établis en 1914 en provenance d'une petite localité agroforestière. Quant à ma mère, elle avait vu le jour dans la vallée de la Yamaska, mais était arrivée en ville à l'âge de 1 an. Il ne suffisait pas d'habiter la ville, il fallait la connaître, la découvrir. J'ai eu cette chance très tôt. Mon père exerçait une profession qui l'amenait à sillonner le territoire en automobile. Il m'est souvent arrivé de l'accompagner et plus tard de faire de même avec ses associés. Je découvrais ainsi des quartiers et des milieux de vie aux caractéristiques différentes.
À partir de l'âge de 11 ans et pendant 8 ans, j'ai effectué soir et matin dans des autobus municipaux un trajet d'une 50aine de minutes pour aller à mon collège situé à Outremont. Ce trajet me faisait parcourir le boulevard Saint-Laurent sur plusieurs kilomètres. Je traversais ainsi tout le quartier italien dont je connaissais par cœur chacune des vitrines et leurs affiches souvent trilingues. Plus loin, je traversais une partie du quartier juif traditionnel. En croisant l'avenue du Parc, je voyais les enseignes des nombreux magasins avec des inscriptions en grec. Ainsi, dès mon adolescence, j'ai parcouru les territoires associés aux 3 principales communautés issues de l'immigration d'Europe continentale. Au moment où j'ai choisi de me spécialiser en histoire, j'avais donc une assez bonne perception de la diversité ethnique et territoriale de Montréal, mais ce n'est pas ça que j'ai d'abord cherché à étudier. Comme beaucoup de mes camarades, formés comme moi dans l'atmosphère fiévreuse de la Révolution tranquille, j'étais fasciné par ce nouveau Québec en émergence, dont je voulais comprendre les racines. Comme d'autres, je réagissais à certaines explications historiques simplificatrices, comme le discours dominant à propos de l'infériorité économique des Canadiens français ou l'interprétation de la société québécoise qu'avait avancé Pierre Elliott Trudeau dans son introduction au livre « La grève de l'amiante ». Il me semblait en particulier que la prétendue absence des francophones dans le développement économique du Québec était totalement contraire aux faits. Mon choix a alors été celui de l'histoire économique. J'allais étudier l'entrepreneurship francophone. Quand est venu le temps de choisir un sujet de thèse de doctorat, j'ai d'abord flirté avec l'histoire des chemins de fer avant d'aboutir un peu par hasard du côté de Maisonneuve. J'avais vu dans les journaux du début du 20e siècle des mentions à propos de cette municipalité bâtie par des hommes d'affaires francophones. Cela me semblait offrir un bon potentiel pour une étude de cas. Une visite aux archives de la ville de Montréal a confirmé qu'une documentation abondante existait bel et bien. J'ai plongé. En peu de temps, j'ai découvert des enjeux proprement urbains qu'il me fallait bien aborder. C'est ainsi que, sans renier mon intérêt initial pour le nationalisme économique, je me suis orienté vers l'étude de la construction et du développement de la ville. Je me suis rendu compte qu'à travers le cas d'une municipalité de banlieue comme Maisonneuve, je pouvais contribuer à mieux faire connaître le destin de Montréal dans son ensemble et qu'en retour, le contexte montréalais pouvait éclairer le cas particulier de Maisonneuve. Il n'était cependant pas facile de faire ressortir cette dimension montréalaise, car vers 1970, les travaux historiques sur notre ville étaient rares. Les historiens professionnels étaient d'ailleurs peu nombreux à l'époque et s'intéressaient plutôt à la grande histoire, laissant aux historiens amateurs le terrain de l'histoire locale.
L'exception était John Irwin Cooper, professeur à l'Université McGill, qui publiait en 1969 Montreal et Brief History, un ouvrage dont l'impact est resté limité. En anglais, il y avait aussi quelques synthèses grand public, comme celle du journaliste Leslie Roberts ou de la bibliothécaire Kathleen Jenkins. Chez les francophones, l'historiographie montréalaise était encore marquée par une focalisation sur la période des origines et n'offrait guère de clés pour la compréhension de l'évolution de la ville. Celle-ci attirait surtout l'attention de chroniqueurs comme l'ancien journaliste et homme politique Léon Trépanier, le fonctionnaire Claude Perrault ou encore l'auteur prolifique Robert Rumilly, qui publiait en 1970 les 2 premiers tomes de son Histoire de Montréal. En 1970, la meilleure synthèse de l'histoire de Montréal n'était pas l'œuvre d'un historien, mais d'un géographe français de surcroît. Raoul Blanchard avait publié son ouvrage sur Montréal une vingtaine d'années auparavant. L'auteur y mettait notamment en lumière les facteurs géographiques, démographiques et économiques qui ont rythmé les transformations de la ville au fil des siècles. Ce livre m'a beaucoup influencé. Il fallait aussi trouver ailleurs des cadres de référence et des points de comparaison afin de bien analyser le cas de Montréal. Il n'existait alors rien du genre au Canada où l'étude des villes n'avait guère attiré l'attention des historiens. La solution, pour moi, est venue des États-Unis, où l'histoire urbaine formait un champ d'études déjà bien constitué avec ses manuels universitaires. Des chercheurs reconnus y avaient étudié les acteurs économiques qui orientent le développement urbain, notamment les promoteurs de tout acabit. Ils avaient examiné le rôle des services publics, en particulier celui des tramways dans la transformation de l'espace. L'histoire urbaine américaine avait aussi mis au jour la complexité de la politique municipale, révélatrice des tensions entre centre et périphérie, majorité et minorité, élite et peuple, public et privé, etc. Cette riche historiographie permettait de constater qu'il existe des enjeux urbains, des défis communs à toutes les villes qui dépassent l'échelle d'une municipalité ou d'un pays. À cette époque, l'histoire urbaine américaine a même vu naître une New Urban History qui s'inspirait des méthodes des sciences sociales et qui valorisait l'étude statistique des phénomènes migratoires et de la composition sociale des populations. Le fait que l'histoire urbaine américaine focalisait son attention sur les 19e et 20e siècles la rendait particulièrement utile à quelqu'un qui voulait étudier l'histoire de Montréal et de sa banlieue à l'époque contemporaine. La situation était fort différente en France, où les grands bonzes de l'historiographie se penchaient surtout sur l'ère pré-industrielle, en particulier le Moyen Âge et l'époque moderne, des périodes pour lesquelles les sources et les méthodes étaient fort différentes. En France,
l'étude de la ville contemporaine était encore à ce moment-là l'apanage des géographes et des sociologues. C'est donc dans ce contexte que je me suis lancé en histoire urbaine. Or, à la même époque, au Canada et au Québec, le champ scientifique de l'histoire était en voie de se transformer rapidement. Les premières cohortes du baby-boom entreprenaient leurs études de doctorat. Le nombre de candidats explosait et il leur fallait se trouver des sujets de recherche nouveaux qui leur permettraient de se démarquer de leurs prédécesseurs. Avides de se faire connaître, ils fréquentent nombreux les colloques et congrès d'histoire et nouent des liens avec d'autres jeunes chercheurs qui partagent leurs intérêts. Des réseaux naissent, des champs disciplinaires se structurent. C'est notamment ce qui se produit en histoire urbaine. Dès 1971, un comité d'histoire urbaine est créé au sein de la Société historique du Canada. L'année suivante paraît le premier numéro, encore tout modeste, de la Urban History Review, revue d'histoire urbaine. J'ai été moi-même entraîné dans ce tourbillon et je suis devenu alors un participant actif au développement de l'histoire urbaine au Canada. Par ailleurs, en histoire canadienne et québécoise, la majorité des jeunes chercheurs avaient tendance à choisir la période contemporaine que les anglophones nomment Post-Confederation History. Un grand nombre choisit de mettre l'accent sur une sous-période prometteuse, celle du tournant du siècle entre 1896 et 1914. Cette orientation chronologique entraîne souvent le choix de sujets qui se situent dans un cadre urbain, comme l'histoire de l'industrialisation et du monde du travail. Dans ces cas, la ville n'est pas l'objet de l'étude, mais elle en constitue le décor, si on veut, le milieu dans lequel l'étude se déroule. Même si celui-ci reste souvent à peine esquissé dans beaucoup de travaux, ces études diverses apportent un éclairage et des informations qui contribuent à mieux faire comprendre la ville. Simultanément se produit l'irruption de l'histoire sociale dans la pratique historienne québécoise. L'effet est multiforme. La première conséquence est de briser la vision monolithique d'un Québec enfermé dans une idéologie clérico-nationaliste. L'histoire sociale, elle, reposait sur l'idée que la société est diverse, qu'elle est fractionnée en classes, en couches, en groupes sociaux, ayant chacun des caractéristiques spécifiques, mais étant aussi en interaction les uns avec les autres. En s'intéressant plus aux entités qu'aux individus, l'histoire sociale privilégiait les destins collectifs et n'était pas exempte, elle non plus, de généralisation. Elle valorisait tout de même une approche de bas en haut et cherchait à mettre au jour les conditions d'existence des milieux populaires. Elle étudiait la composition des familles, leur comportement démographique et leur stratégie économique. Au début, dans la tradition française, on l'appelait histoire économique et sociale. Avec le temps, le social a eu tendance à prendre le pas sur l'économique dans les travaux historiques.
L'histoire sociale amenait aussi le recours à de nouvelles sources. Pendant longtemps, les historiens avaient surtout utilisé des sources émanant des élites, des correspondances publiques ou privées, des édits, des lois et d'autres décisions des autorités, des discours officiels et d'autres textes écrits, des comptes rendus de procès. Les chercheurs en histoire sociale ont plutôt recours à des sources rejoignant des ensembles plus vastes. Les actes des notaires, en particulier les contrats et les inventaires de toutes sortes, les recensements et les autres listes de population, les actes d'état civil, les sources fiscales, en particulier celles qui visent la taxation de la propriété. Les informations tirées de ces nouvelles sources exigeaient des méthodes de traitement jusque-là peu pratiquées en histoire. Avec elles, le quantitatif faisait irruption de façon significative dans l'analyse historique. On fabriquait des tableaux et on leur appliquait un traitement statistique plus ou moins élaboré. La généralisation rapide de l'usage de l'ordinateur et de ces fameuses cartes perforées dans les années 70 allait accentuer ce virage quantitatif. Les historiens utilisaient de plus en plus des méthodes et des cadres théoriques mis au point dans les sciences sociales, comme la démographie historique ou l'analyse sociologique. L'approche de l'histoire sociale permettait de dépasser le récit événementiel et d'analyser l'évolution des sociétés dans la longue durée afin de dégager les traits de permanence et l'apparition des changements. De nouvelles façons de raconter l'histoire se mettent ainsi en place. Compte tenu de l'ampleur des sources, le territoire couvert par la recherche doit être bien délimité. Il s'agira le plus souvent d'un village, d'une paroisse, d'un quartier ou d'une ville. Mais attention, il ne s'agit pas d'étudier le local en soi. Il s'agit d'abord et avant tout d'en faire un lieu d'observation pour analyser les comportements humains, les phénomènes universels de la vie en société. Ce faisant, l'histoire sociale contribue à remettre en question les poncifs de l'histoire nationale. Jusque-là, celle-ci passait obligatoirement par l'étude des grands dirigeants politiques et la focalisation sur des événements qui concernaient l'ensemble d'un pays. La nouvelle approche fait valoir que la nation, c'est aussi la somme de ses membres. Pour Montréal, la première percée majeure de l'histoire sociale survient en 1974 avec la publication de la thèse de Louise de Chêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle. Le milieu urbain proprement dit n'est pas l'objet de cette étude qui porte sur l'ensemble de l'île, à la fois la ville et la campagne. Elle contribue tout de même de façon remarquable à l'histoire démographique, économique et sociale de Montréal. Louise de Chêne aborde plus en détail le milieu urbain dans un important article de 1973. À cette époque, donc, l'histoire sociale devient une composante fondamentale de l'histoire urbaine, ce champ d'études en émergence rapide. Elle lui apporte la compréhension
des phénomènes démographiques, économiques et sociaux qui caractérisent la population de la ville. Cet apport est fondamental, mais l'histoire urbaine a aussi l'ambition d'aller plus loin. À l'histoire dans la ville, elle veut ajouter l'histoire de la ville, de ce lieu aux contours spécifiques. Et cela l'amène à prendre en compte 3 dimensions importantes. La première est celle de la ville comme espace construit et aménagé. Cet espace, il n'est pas neutre, il a une valeur, il est l'objet de convoitises, des intérêts économiques divers et souvent antagoniques se le disputent. Il abrite des lieux de production, d'échange, des lieux de sociabilité et aussi de résidence. Les immeubles qu'on y érige et leur architecture sont le résultat de ces forces, parfois contradictoires, comme Phyllis Lambert nous le montre brillamment là, dans l'exposition qu'elle vient d'inaugurer au CCA. La seconde dimension est politique. Le palier municipal de l'État n'attire pas souvent l'attention des politologues ou des spécialistes de l'histoire politique. C'est pourtant un lieu important d'exercice de la démocratie, mais aussi de lutte d'influence et de rapport de pouvoir. Les liens privilégiés entre promoteurs et hommes politiques n'ont pas commencé avec la commission Charbonneau, vous comprenez, qui sont là de toute éternité dans notre histoire urbaine québécoise et ailleurs aussi en histoire américaine, on le voit très bien. Donc, on ne peut étudier le développement de la ville sans tenir compte de ce niveau d'intervention. Sur un troisième plan, il faut constater que la ville, et surtout la grande ville, a un rôle incontournable de carrefour. Carrefour de population, d'activités et de réseaux de communication, mais aussi carrefour d'idées et d'informations. Il en résulte une diversité et une complexité à nul autre pareil, qui sont accentuées par la densité territoriale. C'est aussi l'assise du rayonnement de la ville et de sa domination métropolitaine sur son hinterland. La première moitié des années 70 en est donc une de grande effervescence dans l'historiographie québécoise. C'est dans ce contexte que je réalise ma thèse de doctorat soutenue en 1975, Histoire de la ville de Maisonneuve, 1883-1918. Et à ma connaissance, c'était la première thèse d'histoire urbaine au Québec. J'en ai publié une version remaniée en 1981, là, que vous voyez. Cette thèse mettait principalement en lumière le rôle fondamental des promoteurs dans la création et le développement de la ville et l'effet de leurs interventions sur le paysage urbain. Elle montrait aussi la convergence d'intérêts qui se manifestait entre acteurs économiques et acteurs politiques à l'échelon municipal, notamment dans les stratégies visant à attirer les sociétés de services publics et les entreprises manufacturières. Ma thèse analysait ensuite le milieu urbain résultant de ces interventions, aussi bien la composition de son tissu industriel que celle de sa population massivement ouvrière et locataire.
Au moment où je terminais cette thèse, d'autres chercheurs universitaires commençaient à s'intéresser à l'histoire urbaine et à l'histoire de Montréal. À la même époque, apparaissaient les premiers mouvements de défense du patrimoine architectural de Montréal qui allaient sensibiliser des couches importantes de la population à cet enjeu. Au fil des ans, certains chercheurs regroupent leurs forces dans des initiatives collectives. J'ai été un témoin privilégié de l'une d'entre elles et je voudrais d'abord en dire quelques mots. En 1972, nous avons créé au département d'histoire de l'UQAM le groupe de recherche sur la société montréalaise au 19e siècle, le GRSM. Pendant quelques années, il est animé par un trio formé de Jean-Paul Bernard, Jean-Claude Robert et moi, puis Johann Burgess s'y joint à peu près au moment où Jean-Paul Bernard s'oriente vers d'autres intérêts. Pendant sa première décennie d'existence, le groupe réalise des recherches collectives ciblées avec l'aide d'assistants, dont plusieurs font aussi un mémoire de maîtrise. En outre, ces trois principaux chercheurs complètent chacun de leur côté leur thèse de doctorat portant sur un sujet montréalais. Dans les années 80, le GRSM devient un regroupement plus large de chercheurs et d'étudiants intéressés à l'histoire de Montréal et poursuivant chacun leurs propres intérêts de recherche. Il leur fournit un lieu de rencontre et d'échange périodiques. Une troisième phase de la vie du groupe s'amorce en 87. Le GRSM devient alors le GRHM, le groupe de recherche sur l'histoire de Montréal pour refléter la nouvelle réalité. Il élargit aussi ses rangs à l'extérieur de l'UQAM, notamment avec l'addition au fil des ans de Jean-Pierre Collin et de Claire Poitras de l'INRS Urbanisation, ainsi que de Michel Dagenet de l'Université de Montréal. C'est l'occasion de relancer les activités collectives. Le groupe cesse ses activités vers 2005, mais dès l'année suivante, Johann Burgess lance le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, qui prend en quelque sorte la relève du GRHM, quoique dans un contexte très différent, notamment celui du partenariat. Le GRSM-GRHM a donc existé pendant une trentaine d'années. Ses membres comprenaient non seulement les chercheurs principaux, mais aussi plusieurs dizaines d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Collectivement, ils ont contribué de façon substantielle au développement de l'histoire de Montréal et deux bilans de la production du groupe ont été publiés, le premier en 1985, le second pour le 25e anniversaire en 1997, et je voudrais ici en résumer brièvement les premiers éléments. Dans une première phase, l'accent a surtout été mis sur le 19e siècle. En l'absence d'études antérieures, nous n'avions pas beaucoup de repères sur la ville de cette époque. Il fallait d'abord investir du temps pour baliser le terrain et inventorier les sources. Ainsi, il fallait constituer une bibliographie, définir les composantes du territoire montréalais, identifier et apprivoiser des sources qui n'avaient guère été utilisées jusque-là, comme les données brutes des recensements et les rôles d'évaluation. Les travaux du groupe ont révélé des aspects mal connus de l'économie urbaine dans les premières décennies du 19e siècle, notamment l'importance de la fabrication artisanale
étroitement associés à l'activité commerciale. Ils ont aussi permis de faire connaître l'ampleur et la signification de la première industrialisation de la ville au milieu du 19e, puis de sa consolidation dans le dernier quart du siècle. Les membres du groupe ont aussi accordé beaucoup d'importance aux phénomènes de population, les étapes et les composantes de la croissance démographique ont été analysées, de même que les manifestations de la mobilité. Une grande attention a été accordée à la composition professionnelle, malgré tous les défis que pose le traitement de ce type de données. La dimension ethno-culturelle a fait l'objet de plusieurs travaux, mesures et répartition géographique des groupes, stratégie de cloisonnement institutionnel, importance historique et ancienneté de la bourgeoisie francophone. Je crois que nous avons été les premiers à montrer que la dichotomie riche anglophone, pauvre francophone ne fonctionnait pas pour comprendre une société montréalaise beaucoup plus complexe que traversaient de nombreux clivages ethniques et sociaux. Tout au long de son existence, le groupe a aussi consacré beaucoup d'énergie à l'analyse de la dimension spatiale de l'urbanisation montréalaise. Il s'est intéressé à la division et à la différenciation de l'espace urbain, aux enjeux de son aménagement, notamment ceux qui sont liés au déploiement des services publics et au développement de la banlieue. La conversion du GRSM en GRHM s'accompagne d'une augmentation du nombre de chercheurs et d'une participation accrue d'étudiants de doctorat. Elle entraîne aussi une ouverture chronologique vers le 20e siècle et une diversification des thèmes de recherche. La dimension spatiale est restée importante. Elle explique des recherches sur des milieux constitutifs de l'espace urbain, paroisses, quartiers, villes de banlieue, et sur la dynamique territoriale dans l'agglomération. Il y a aussi une certaine continuité dans l'étude de l'économie. L'industrialisation attire encore l'attention, mais avec un accent sur ses conséquences sociales et sur le monde du travail. Pour le 20e siècle, de nouvelles recherches explorent le champ des services, notamment dans la finance, le commerce alimentaire, les services collectifs et l'administration publique. Les intérêts des membres du groupe envers ce qui concerne la population et la société sont plus éclatés. Ils touchent la mortalité urbaine et les migrations, tant intérieures qu'internationales. Ils abordent la classe ouvrière et l'univers des employés, mais aussi celui des professions libérales et de la bourgeoisie. Ils s'ouvrent aussi à des éléments de la sociabilité urbaine, telles les activités paroissiales ou le carnaval de Montréal. Au chapitre du développement urbain, le GRHM poursuit l'intérêt antérieur pour la banlieue et y ajoute l'examen de l'étalement urbain dans la seconde moitié du XXe siècle. Il propose aussi de nouveaux regards sur la ville centrale, notamment sur les groupes sociaux qui y interviennent. La production du groupe s'enrichit en outre de plusieurs études sur le rôle stratégique des infrastructures urbaines ainsi que sur les enjeux que pose la gestion des services collectifs. Dans la foulée, les chercheurs du groupe investissent de plus en plus le champ du politique.
Il en résulte de nombreuses études sur la composition du personnel politique et surtout sur la gestion municipale dans plusieurs domaines. Ajoutons que tout au long de son histoire, le groupe a toujours eu un volet comparatif international. Pendant longtemps, il a maintenu des échanges avec des chercheurs français, surtout à Lyon, puis il a mené des programmes de recherche avec des équipes de Barcelone et de Bruxelles. Au fil d'un peu plus de 3 décennies, notre groupe a été responsable d'une production historique considérable et ces chercheurs ont ensuite essaimé dans plusieurs milieux de pratique. En tant que principal coordonnateur des activités du groupe, je suis particulièrement fier de son apport à l'étude de l'histoire de Montréal. Mais au fil des ans, d'autres initiatives collectives se sont ajoutées à la nôtre et je voudrais les évoquer succinctement. Le groupe le plus connu est celui qu'a mis sur pied Brian Young, professeur d'histoire à McGill. Celui-ci a publié plusieurs ouvrages clés, axés notamment sur la transition au capitalisme au cours du 19e siècle et sur ses composantes économiques, sociales et politiques. Parmi ses proches collaborateurs, il y avait Robert Sweeney, qui s'intéressait lui aussi à la transition au capitalisme et qui a mené plusieurs recherches sur l'économie et la société montréalaise dans la deuxième moitié du 19e. Au fil du temps, le Montreal Business History Group est devenu le Montreal History Group, un regroupement de chercheurs et d'étudiants intéressés à l'histoire sociale du milieu montréalais, pas seulement au 19e. Ses membres ont publié un nombre substantiel de monographies, notamment en histoire du genre, qui ont contribué à élargir considérablement les connaissances et la compréhension de la société montréalaise du passé. Vers la fin du 20e siècle, le regretté Jean-Marie Fecteau met sur pied à l'UQAM une équipe qui donnera naissance au Centre d'histoire des régulations sociales. Avec ses étudiants, il sera à la source d'une abondante production scientifique sur Montréal au 19e siècle, surtout sur la pauvreté, la criminalité et l'institutionnalisation. Tout au cours de ces années, les géographes n'ont jamais cessé de s'intéresser à l'histoire de Montréal. Du lot ressort le groupe formé autour de Sherry Olson de McGill et de David Hanna de l'UQAM. Ces deux chercheurs ont été les premiers à utiliser les rôles des valeurs locatives à des fins historiques, ce qui leur a permis de produire de remarquables planches pour l'Atlas historique du Canada. Avec leurs étudiants, dont Robert Lewis, ils ont produit des études éclairantes sur le 19e siècle montréalais, sur la structure sociale, l'industrie de la construction, la géographie manufacturière et les infrastructures de transport. Avec Patricia Thornton, Sherry Olson est surtout connue pour sa remarquable étude de la population montréalaise de la seconde moitié du siècle à partir d'un échantillon de 3 groupes ethno-religieux. En 1974, Jean-Claude Marsan publiait Montréal en évolution, première synthèse sur l'histoire de l'architecture et de l'environnement bâti à Montréal. Malheureusement, l'auteur a toujours refusé de mettre à jour la partie historique
de son ouvrage, malgré 3 éditions successives. Il ne semble pas avoir eu de disciples directs, mais d'autres travaux d'histoire de l'architecture paraissent en ordre dispersé au fil des ans. Le seul effort concerté est celui de Phyllis Lambert au Centre canadien d'architecture, qui met sur pied à l'époque 2 équipes de recherche. D'abord, une sur les bâtiments en pierre grise, qui a inspiré l'exposition que je mentionnais tout à l'heure, qui est en cours actuellement, et l'autre sur la ville fortifiée au 18e, qui avait aussi donné naissance à une exposition et à un livre que vous connaissez certainement. Dans le dernier quart du XXe siècle, un grand nombre d'autres chercheurs de diverses disciplines ont produit des études de qualité portant en tout ou en partie sur l'histoire de Montréal. Il n'est pas possible de tous les nommer ici, mais je les salue collectivement. Les remarquables progrès de la recherche historique permettaient, à la fin du siècle, d'envisager la rédaction de nouvelles synthèses fort différentes de celles d'avant 1970. La célébration du 350e anniversaire de la ville en 92 a fourni un catalyseur. En l'espace de quelques mois paraissent, pour le Christ et le roi sur le 1er siècle de l'histoire de la ville, mes 2 synthèses, Histoire de Montréal depuis la Confédération, puis Brève Histoire de Montréal. Il y a aussi l'article synthèse de Jean-Claude Robert, suivi 2 ans plus tard de son remarquable Atlas historique de Montréal. Au début du 21e siècle, la recherche historique sur Montréal se produit tambour battant. Se poursuit tambour battant. De nouveaux sujets apparaissent constamment et les publications de toutes sortes se multiplient. Une tendance majeure me paraît toutefois ressortir, l'attrait pour le sujet local ou localisé. Un grand nombre d'études portent en effet sur un lieu bien circonscrit, un immeuble, une rue, un quartier ou d'autres types de micro-espaces urbains. Est-ce un retour à l'histoire locale traditionnelle, chère aux chroniqueurs d'autrefois? Non, cette nouvelle histoire locale n'est pas repliée sur elle-même. Le territoire local y est vu comme une composante de la ville participant à son dynamisme. Il est perçu comme un microcosme, témoin des forces qui l'entourent, un théâtre sur lequel se joue la saga urbaine. Parmi les participants à cette nouvelle tendance se trouve notre propre laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et ses partenaires. Du côté des musées, on pense en particulier à Pointe-à-Calière, au McCord, au Centre d'histoire de Montréal et à l'Écomusée du Fier-Monde, bien qu'ils ne soient pas les seuls. Il y a aussi des sociétés historiques locales dynamiques comme l'Atelier d'histoire Hochelaga Maisonneuve, Mémoire du Myland et la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal qui, elle, publie même un bulletin offrant du matériel original. Et il y a aussi bien d'autres intervenants, parmi lesquels, d'ailleurs, on peut signaler des cinéastes dont certains ont produit de très beaux films consacrés à l'histoire de Montréal. L'échelle d'observation qui me tient particulièrement à cœur est celle de la rue, révélatrice des relations entre la forme et la fonction, entre les infrastructures et leurs utilisateurs, et qui est un théâtre permanent de la vie urbaine.
En collaboration avec les équipes des archives et de la toponymie de la ville, et avec l'aide de quelques étudiants et étudiantes, nous avons rédigé les textes sur les grandes rues de Montréal, ensuite mis en ligne. Pointe-à-Calière a réalisé des expositions et des livres sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Catherine. Plusieurs mémoires et thèses ont aussi adopté la rue comme échelle d'observation de phénomènes historiques. L'autre échelle significative est celle du quartier ou de la municipalité de banlieue. Le vieux Montréal a été particulièrement choyé avec la parution d'un livre exceptionnel et la réalisation d'un site Internet très riche, fournissant des informations sur nombre de lieux ou d'immeubles spécifiques. Le Centre-Sud a été l'objet de l'attention constante de l'Écomusée du Fier-Monde avec la collaboration de Joanne Burgess. Plusieurs expositions et brochures lui ont été consacrées. Elles ont révélé plusieurs dimensions de l'histoire économique, sociale et culturelle de ce territoire au 19e et surtout au 20e siècle. L'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve a été mise en lumière dans 3 expositions successives de l'atelier du même nom. Le plateau Mont-Royal a été récemment mis à l'avant-scène, après une exposition à Pointe-à-Calière et des panneaux historiques réalisés par la Société historique locale. Voici que paraissent coup sur coup 2 livres importants, Histoire du Myland et Dictionnaire historique du plateau Mont-Royal. Notre laboratoire a aussi collaboré avec la ville à la réalisation du parcours riverain qui révèle des aspects de l'histoire des noyaux villageois qui ceinturent l'île de Montréal. De son côté, le musée McCord a réussi, à l'été 2017, le tour de force de produire une suite de 19 expositions portant sur l'histoire de chacun des arrondissements. Intitulée « La ville suspendue », cette manifestation itinérante a rejoint les Montréalais et les Montréalaises dans leur milieu de vie. Là encore, de nombreux étudiants et étudiantes ont choisi pour leur mémoire ou leur thèse cette échelle territoriale pour aborder une dimension de l'histoire urbaine, cette échelle du quartier. Mais d'autres types de lieux ont aussi retenu l'attention des chercheurs au cours des années récentes. Il peut s'agir d'immeubles emblématiques comme Place Ville-Marie ou les maisons du Square Mile, ou encore des grands parcs urbains. D'autres initiatives s'appuyant sur du matériel visuel révèlent des fragments de l'histoire de Montréal et font ressortir des lieux particuliers. C'est le cas des nombreux albums photographiques publiés ces dernières années, et c'est aussi la perspective que nous avons abordée dans Traces de l'histoire de Montréal. L'essor de la perspective locale a donc caractérisé la production du début du 21e siècle. Pour certains, ce phénomène peut donner l'impression d'un éparpillement, d'une fragmentation de l'intérêt. Je crois au contraire que la multiplication des points de vue est une source d'enrichissement. D'ailleurs, tout au cours de cette période récente, les chercheurs ont continué à publier des études thématiques dont l'ancrage territorial n'est pas limité à un quartier. On peut penser, par exemple, aux nombreuses contributions
sur l'histoire culturelle, sur les phénomènes migratoires ou encore sur la pauvreté et la marginalité. La production récente sur l'histoire de Montréal est riche et diversifiée. Elle peut s'appuyer sur les bases solides que les travaux d'histoire urbaine et d'histoire sociale ont constituées dans les décennies précédentes. Elle enrichit l'histoire de Montréal et de sa région, cette somme dont Dany Fougère a dirigé la rédaction, et elle alimente notamment ma toute récente synthèse, Une histoire de Montréal. Que de chemin parcouru en un demi-siècle. Merci.